Cher Esprit Libre, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser, on va dire, le véritable rôle des milliardaires. Car nous avons eu la dernière fois la question de la propriété et son caractère surtout illimité. Donc s'il fallait un jour limiter la propriété privée et d'entreprise, que deviennent les milliardaires? Auparavant, je voudrais revenir un petit moment sur le message de la chute biblique, qu'on a vu bien largement. Mais sans doute d'ailleurs penserez-vous que je sois quelque peu obsédé par son message. Cependant, voyez-vous, il me semble si important, car il se loge sournoisement dans la très grande majorité des décisions politiques et économiques. Au final, un décideur, lorsqu'il détient un pouvoir politique et économique, décrète soit de favoriser avec sincérité l'intérêt général, et on peut admettre qu'il puisse se tromper, mais il est sincère. Soit à l'inverse, il désigne un bien supposé pour tous, alors qu'il sait en conscience qu'il sera au final un mal pour la majorité. C'est ça ce que dénonce la chute biblique. Et je prends un tout petit exemple. Là, très récemment, nous sommes le 11 juillet, Jean Castex, donc Premier ministre depuis quelques jours, décide de rouvrir le dossier des retraites. Très inattendu d'ailleurs, tous les syndicats sont contre, tout le monde est contre, c'est pas le moment, il y a d'autres chats à fouetter. Mais non, il faut le rouvrir, voyez-vous. Et là, on voit immédiatement le schéma de la chute réapparaître. Je vous le rappelle, le schéma appropriation illégitime, couplé avec une idéologie mensongère. Eh bien là, l'appropriation légitime, c'est quoi? C'est d'offrir la gestion du capital retraite, comme des milliards, aux assureurs. Et au final, ça suppose supprimer purement et simplement l'idée généreuse d'une retraite comme prolongement d'un salaire à vie. On change complètement de paradigme. Bon. Alors, cette appropriation illégitime, BlackRock par exemple, les fonds de pension, est couplée donc avec une idéologie mensongère. Alors c'est laquelle? Bien sûr sur fond d'économie libérale, supposée au profit de tous, mais ça ne l'est pas du tout, mais supposée. Il s'agit d'équilibrer un supposé déficit. Alors aujourd'hui c'est suite au Covid-19. Donc il y a évidemment une baisse des fonds pour les caisses de retraite. Donc, il faut rouvrir le dossier. Bon, et comment? Eh bien, en privatisant l'argent public. Supposez là encore, ça sera mieux géré par les compagnies d'assurance que géré par les caisses de retraite publiques. Donc, toujours par mon obsession de ce message de la chute, j'ai pensé faire une petite rubrique avant de commencer chaque dossier, que j'ai nommé « Un bien peut cacher un mal ». Et je vous donne donc un autre exemple. Et je vais essayer comme ça de vous donner différents exemples pour bien comprendre que ce schéma-là est toujours là, voyez-vous. Il est constant dans les messages démagogiques des politiques et des économistes. Eh bien, là, il s'agit du problème du protocole du professeur Didier Raoult, donc à Marseille. Alors nous avions appris que l'ordre des médecins, je vous le résume parce que vous le connaissez tous, toute la problématique, mais je vous le résume. Donc on apprend que l'ordre des médecins avait interdit donc le protocole du professeur Raoult, donc qui est un protocole à base d'hydroxychloroquine associé à un antibiotique, l'azithromycine. Et sous peine de sanction quand même, c'est pas rien. Bon, l'ordre des médecins qui, bon, voilà, on l'interdit sous peine de sanction. Des médicaments qui étaient totalement libres à la vente sans même ordre du médecin, ordonnance du médecin, pardon. Bon, et puis d'un seul coup, il faut l'interdire, c'est dangereux. Alors plus tard, il y a encore des petits épisodes, mais là on arrive à l'étude publiée par The Lancet, qui affirmait dangereux le dit protocole, carrément, quoi. Ça fait 70 ans, il y a eu des milliards d'individus qui l'ont pris,
Il n'y a jamais eu de danger. Et là, d'un seul coup, The Lancet dit non, c'est dangereux. Dans la foulée, le lendemain ou 2 jours après, l'OMS annonce qu'ils arrêtent leur étude sur ce protocole. Le gouvernement français, toujours dans la foulée, le lendemain, confirme son interdiction par un décret. Mais une semaine plus tard, revirement spectaculaire, l'étude du Lancet était foireuse. L'OMS déclare donc reprendre son expérimentation sur la chloroquine, puis, une semaine plus tard encore, l'OMS revient encore une fois sur sa décision, c'est quand même l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, quoi, décide, suite à un faisceau d'études qui pourraient dire que la chloroquine serait dangereuse, et donc décide une fois de plus d'arrêter son expérimentation. Bon. L'histoire, vous la connaissez. Nous connaissons donc tous les éléments masqués derrière cette polémique sur fond de lobbying pharmaceutique. Or, la vraie question pourrait se résumer ainsi. Sans études réellement scientifiques, menées dans les règles de l'art, randomisées, double aveugle, nul ne peut rien affirmer dans un sens comme dans l'autre. Alors on se pose la question pourquoi l'ordre des médecins, l'OMS et le gouvernement français s'acharnent-ils sur un protocole sans une étude scientifique aboutie? Et à ce jour, à ma connaissance, il n'y en a toujours pas, même pas de commencer. Donc il s'agit là encore d'un bien pour Big Pharma, qui cache un mal pour les peuples. Rappelons que durant la crise sanitaire, ce fameux protocole était le seul espoir disponible. Et donc, au final, à ce jour, aucune étude sérieuse n'a été entreprise par une organisation sanitaire officielle. Là encore, le processus de la chute néolithique est à l'œuvre. Appropriation illégitime, Big Pharma, couplée par une idéologie mensongère, seule la science des data pourrait valider ou pas ce protocole. Le professeur Raoult, il n'en a pas les compétences. Sur fond de confusion d'ailleurs idéologique entre l'art de la médecine que pratiquent les médecins, l'ensemble des médecins, et la science des études randomisées. C'est quand même 2 choses différentes. Lui, Raoult, il avait 4000 malades, ils sont passés chez lui, qui ont fait la queue chez lui, quoi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'art des médecins. Donc, quant à la science, eh bien, évidemment, elle ne s'est jamais vraiment mise en marche. Rappelons les études Discovery, qui ont été totalement foireuses aussi. Donc, face à ce schéma de la chute que j'essaie toujours de vous faire sentir, eh bien, il y a le schéma de l'envol que représente l'action du professeur Raoult. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une appropriation illégitime, on a une relation patient-thérapeute fondée sur le don et l'accueil réciproque, couplée à la seule idéologie positive. C'est ce que je vais tenter de vous montrer au fur et à mesure. Il y a une idéologie positive qui pourrait se résumer ainsi: sauver la vie. Sous toutes ses formes, que ce soit les vies dans la nature, que ce soit les vies des humains, toutes les formes de vie. L'idéologie positive, donc celle de l'altruisme, c'est sauver les vies, maintenir la vie, défendre la vie. Et bien évidemment, c'est sauver la vie fondée sur les valeurs universelles du cœur. Ici, dans le cas du professeur Raoult, il s'agit de compassion, de solidarité, d'assistance à personne en danger. Ça, ils n'en parlent pas. De bienveillance. Vous voyez, les valeurs universelles gravées dans tous les cœurs des nouveau-nés. Le Monde diplomatique publie en octobre 2003 ceci, je cite, « À la suite d'une vague de fusion sans précédent, 10 groupes pharmaceutiques se partagent 50% du marché mondial des médicaments. 50%. Pour le plus grand bénéfice de leurs actionnaires, appropriation illégitime. Ils soulagent la planète et financent la recherche avec le produit des ventes. Idéologie mensongère. Voici donc le visage, je continue de citer, voici donc le visage lisse et souriant que les Big Pharma présentent au monde. Vous voyez, l'idéologie mensongère. Mais quelques rides commencent à se creuser, je poursuis la citation. On meurt au sud, faute de médicaments souvent trop chers. On pense évidemment au sida.
On souffre au nord de surconsommation et d'effets secondaires longtemps passés inaperçus. On pense évidemment au Mediator. Pourtant, conclut l'auteur, ces firmes semblent ne connaître aucun contre-pouvoir. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer dans le monde d'après. En un mot, le Covid-19 s'avère donc une excellente bonne nouvelle pour les 10 laboratoires pharmaceutiques. Des milliards tous les ans et de manière éternelle. Les vaccins, etc. Donc vous trouverez normalement dans les modules pour voter cette mesure politique. Voulez-vous la création de structures publiques gérant le vivant, les semences par exemple, la santé, les diverses recherches, l'industrie pharmaceutique? Et vous n'aurez qu'à répondre oui ou non. Et je m'attends quand même à une très très grande majorité de oui. Donc, dans la même veine, revenons à nos milliardaires. En soi, serait-il un bien que pour eux et qui pourrait cacher un mal pour les peuples? Dans ce chapitre, je vais procéder par question-réponse avec l'idée en tête: quel impact sur nos sociétés s'il fallait limiter la propriété privée et d'entreprise et donc faire disparaître les milliardaires? Alors, première question. L'activité milliardaire en soi a-t-elle un impact sur les économies des peuples? Je suis allé sur Internet. Selon Statista, un portail allemand offrant des statistiques, en 2000, il y avait dans le monde 470 milliardaires, donc il y a 20 ans. Et en 2019, presque 20 ans, 2208. Ce qui représente en pourcentage de la population mondiale, avec tant de zéros derrière la virgule, qui est vraiment insignifiant. Comparons-les avec le 1% des plus riches, qui est souvent une norme utilisée. 1% des plus riches, ça fait 77 millions d'habitants, de plus riches. C'est-à-dire, par rapport au nombre de milliardaires, 0,0000028%. Autrement dit, c'est encore insignifiant. Pourquoi je vous donne ces chiffres? C'est pour vous montrer que quand, dans des études, on entend parler les 1% les plus riches, ça n'a strictement rien à voir avec le nombre insignifiant de milliardaires. Vous voyez, déjà là, il y a une distinction à faire. Les 1% les plus riches, c'est quand même, sur la planète, 77 millions, face à 2000, 2200, 2300. Ils ont doublé, donc en 20 ans, c'était multiplié par 4,7, presque 5, 4,70 pour 2200. Pourquoi je vous parle des 1% des plus riches? Parce que selon l'ONG Oxfam, qui est contestée par ailleurs par d'autres économistes, 1% de la population mondiale, donc c'est 77 millions, possède 50% de la richesse mondiale. Et là, on est dans des chiffres importants. Or, le patrimoine mondial, alors là je suis en 2013, est estimé à 240 000 milliards selon le site inégalité.fr. Là, c'est le patrimoine mondial, 240 000 milliards. Alors que la fortune mondiale des milliardaires s'élève seulement à 8 900 milliards. Là, je suis en 2017. Et c'est selon lefigaro.fr conjoncture. Autrement dit, la fortune des milliardaires représente 3,7% du patrimoine mondial. Et enfin, dernier chiffre, la moyenne du patrimoine de chaque milliardaire est d'environ 4 milliards. Le montant divisé par le nombre de milliardaires. Dès lors, en tant que modèle de réussite matérielle, non seulement il est insignifiant en nombre, mais par voie de conséquence, il est quasi inaccessible pour la majorité des jeunes gens. Je vais arriver à montrer, si vous voulez, que l'idée de milliardaire, non seulement elle n'est pas positive parce qu'elle est réellement inaccessible, mais en plus de ça, elle est insignifiante au regard de nos économies. Donc selon ces chiffres, même approximatifs,
Il ne montre aucun impact décisif sur les économies mondiales. C'est du reste pourquoi le langage des libéraux estime, à juste titre, que supprimer l'idée de milliardaire ne changerait rien aux difficultés économiques. Et oui, elles sont effectivement ailleurs. Mais si l'on pose face à ces résultats celui de l'ONG Oxfam, 1% de la population mondiale, 77 millions possèdent 50% de la richesse mondiale, alors limiter la propriété illimitée prend tout son sens, du moins du point de vue quantitatif. Et quand bien même ce serait l'aspect qualitatif et symbolique qui me semble le plus pertinent. Quoi qu'il en soit, la suppression de l'idée de milliardaire du point de vue économique n'a pas d'impact. C'était ce qu'il fallait montrer dans un premier temps. Rappelons en passant que ce sont les peuples et tous les patrons qui font fonctionner l'économie et qui plus est enrichissent ces fameux milliardaires. Alors, seconde question, sont-ils des exemples de réussite matérielle pour les jeunes gens? Vous voyez où j'arrive. Outre le caractère inaccessible de ce statut, quelle est la représentation sociale d'un milliardaire? Ses milliards, rien d'autre. Quand un hagiographe fait l'éloge d'un milliardaire, il supprime ses malveillances sociales et ne montre au final que ses milliards. Des milliards lui permettant d'accumuler le nombre d'entreprises au sein de son groupe, exemple LVMH. Ce qui le conduit donc à une position de monopole avec tous les inconvénients bien connus. Évasion fiscale, délocalisation, impôts sales aux gouvernants, et ainsi que les conditions de travail. Autre exemple, les GAFA. Troisième question, sont-ils utiles ou néfastes au peuple? Côté théorie du ruissellement, on enrichit les riches et puis ça va ruisseler sur les pauvres. Le réel montre qu'elle ne fonctionne pas, cette théorie, puisque plus les riches s'enrichissent, plus les pauvres s'appauvrissent. Je vais y revenir plus tard à la fin de cet exposé. Donc non seulement le réel montre l'inverse, mais plus encore du point de vue théorique, étant fondée sur la vieille main invisible d'Adam Smith, elle s'avère puérile, puisqu'aujourd'hui, il n'existe plus d'être suprême pour la piloter. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque d'Adam Smith, on était dans l'époque maçonnique, avec l'être suprême, on était déiste, vous voyez. Eh bien, la main invisible, il y avait un être suprême quand même qui la pilotait, quoi. Donc aujourd'hui, on n'y croit plus du tout. Et donc, continuer à nous raconter qu'il y a une organisation universelle qui fait que les marchés rééquilibrent toujours les crises, tout ça est du blabla. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait quelques études pour comprendre que ça n'a aucun sens, quoi. Alors, à titre d'exemple, s'agissant du ruissellement, eh bien, je vous prends Bernard Arnault, première fortune en France. Voit sa fortune personnelle passer, alors je cite Juan Branco dans Crépuscule, qui lui-même cite Challenge. Donc, il voit sa fortune passer de 73, je vous passe les virgules, 313 milliards d'euros en 2018, contre 30 milliards, donc un peu moins la moitié, en 2016. Soit plus du double en nombre de milliards en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, de 30 milliards, il est passé à 73 milliards. Vous vous rendez compte? Alors je suis allé voir, entre 2014 et 2020, 6 ans, l'évolution du SMIC mensuel. Il est passé de 1128, je vous passe les virgules, à 1219 euros. 1128 euros à 1219 euros, soit une augmentation de 89,30 euros par mois en 6 ans. Vous vous rendez compte? 6 ans. Voilà. Alors le ruissellement, non vraiment, il faut qu'ils arrêtent avec ça. En revanche, c'est toujours le même raisonnement, c'est pour ça qu'on fait des cadeaux fiscaux aux riches, c'est le ruissellement, il ne faut jamais l'oublier. En revanche, ce qui me permet d'affirmer à quel point les milliardaires sont néfastes pour les peuples réside, à titre d'exemple, dans les révélations du livre Les Prédateurs, avec comme sous-titre qui en dit long, des milliards contre les États, donc par Catherine Le Gall et Denis Robert. Ce livre rapporte les nombreuses manipulations opaques et prédatrices auprès des gouvernants, comme par exemple le firent durant les années 2000 Albert Frère, qui est un Belge, et Paul Desmarais, qui est un Canadien. Ils sont potes tous les deux, enfin ils étaient. Je crois qu'il y en a encore un de vivant, il y en a un qui est parti au ciel. Leur présence au rendez-vous du Fouquet's,
au soir de l'élection de Nicolas Sarkozy, n'est pas sans rapport avec la fusion quasi immédiate de GDF-Suez, et qui rapporta 5 milliards aux deux compères. Ces milliards appartenaient à la sueur du peuple français. Les auteurs expliquent à nouveau comment une filiale du CDC Callium, c'est-à-dire de la Caisse des dépôts et consignations, donc la banque nationale publique au service du peuple français, cette banque a acheté aux deux mêmes compères milliardaires la chaîne Quick en 2007 pour 760 millions d'euros, un bien, selon les auteurs, incroyablement surévalué. 2 années plus tôt, la chaîne de hamburgers était estimée à 300 millions. Vous voyez, moins de la moitié. 300 millions d'euros. Eh bien, notre caisse des dépôts, l'argent français, des Français, a servi à acheter à ces deux milliardaires le double de sa valeur. Et que dire de l'affaire Uranime, où Anne Lauvergeon a enrichi encore les mêmes milliardaires de 2,5 milliards avec l'argent des Français toujours pour l'acquisition de mines sans valeur. En conclusion, non seulement les milliardaires ont une utilité insignifiante du point de vue économique, mais s'avèrent plutôt néfastes. Sont-ils honnêtes face au peuple? Autre question. Côté fiscal, ne sont-ils pas les premiers à utiliser les paradis fiscaux pour éviter de payer des impôts? Rappelons simplement le livre d'Antoine Peillon, au titre éloquent, ces 600 milliards qui manquent à la France, avec comme sous-titre, encore évocateur, « Enquête au cœur de l'évasion fiscale », édité au Seuil en 2012. Alors, ils ne sont évidemment pas les seuls, mais ils sont quand même les premiers. Côté social, à titre d'exemple, toujours à propos de M. Bernard Arnault, alors là, on va faire 30 ans en arrière, presque 40. Suite à son rachat des entreprises Boussac en 1986, là, il rentrait des États-Unis, avec un apport d'1 milliard de francs provenant de l'État français. L'État français, Mitterrand, prête 1 milliard de francs à Bernard Arnault pour qu'il reprenne l'entreprise Boussac. Le Fakir, numéro 58 en 2012, ça s'est passé en 86, on est en 2012, révèle qu'un tract de l'intersyndicale, CGT, CFDT, FO, CFTC cette fois-ci, CGC, dénonçait à l'époque ce tract. Je cite, « Arnault, patron sans scrupules, se moque de la misère des travailleurs et de leurs familles, sa seule préoccupation étant de se remplir les poches. » Il faut quand même bien savoir que ça, cette dénonce, c'est récurrent. Et donc ça, c'est un tract en 86 et qui était révélé en 2012. Alors, sont-ils généreux avec les peuples? Autre question. Citons l'exemple du très généreux philanthrope Bill Gates, qui vit sa fortune passer de 56 milliards à 96 milliards. Lui, il est un peu plus long que Bernard Arnault. Ça, c'est de 2011 à 2019. Lui, il a mis 8 ans pour doubler. Par l'intermédiaire, quand même, de sa bienveillante fondation, notamment envers des peuples défavorisés en Afrique. C'est ça l'objet de cette fondation. Lionel Astruc, auteur, révèle dans L'art de la fausse générosité, la fondation Bill et Melinda Gates, comment l'informaticien a conçu le philanthrocapitalisme, consistant à prêter plusieurs millions à des entreprises comme Coca-Cola ou Monsanto quand même, des entreprises évidemment au service de l'intérêt général, avec un peu d'humour. L'auteur dévoile avec quel montage financier compliqué et opaque les milliards remontent de la subtile fondation dans la poche du milliardaire. Et comme le dit si bien Thomas Piketty, ce n'est pas parce qu'on a eu une très bonne idée à l'âge de 30 ans que l'on doit s'enrichir à coups de milliards toute sa vie durant. Car ces milliards proviennent bien évidemment des porte-monnaies de millions de consommateurs, bien sûr. Un autre exemple, chez nous en France, la fondation Louis Vuitton et son musée hors norme bâti à la lisière de Paris, pour le montant colossal de 790 millions d'euros, dont 60% sont financés par l'impôt. Une plainte est en cours en vue de montrer une surfacturation du prix du bâtiment, lequel devait coûter à l'origine 100 millions d'euros, 8 fois moins.
admettons 350 millions de surfacturation, et le musée n'a été financé que par nos impôts. Bon, pour le savoir. Autre question. Ont-ils une influence politique sur nos gouvernants? La quasi-totalité de la presse, des radios et de l'audiovisuel, excepté le service public, quant à lui aux ordres de nos gouvernants, donc les mêmes, sont propriétés d'une poignée de milliardaires qui se les partagent. Ils sont 9, je crois. Bernard Arnault, bien sûr, Xavier Niel, Olivier Dassault, Patrick Drahi, etc. Pire encore, toute la presse, propriété des milliardaires, reçoit chaque année pratiquement 50 millions d'euros de subventions, donc encore l'argent du peuple français. À ceci, il faut ajouter bien sûr le prix des journaux, papier ou électronique. Ce pouvoir de contrôle de la presse, combien coûte-t-il aux propriétaires milliardaires chaque année? J'ai pas trouvé. Nul ne le sait sans doute. Pas grand-chose. En attendant, la caste des milliardaires détient l'ensemble du quatrième pouvoir et par suite contrôle toute information qui pourrait les desservir. Et ceci en collusion avec nos gouvernants, lesquels maîtrisent à leur tour l'information et, si je puis dire, nous en fument depuis 40 ans. C'est du moins ce que rapporte Juan Branco, lui qui l'a vécu de l'intérieur. C'est aussi ce que dénoncent les économistes atterrés ou hétérodoxes. Alors pour ceux qui ne les connaîtraient pas, les économistes atterrés se sont fait connaître à l'automne 2010 en publiant un manifeste d'économistes atterrés, dans lequel ils font une présentation critique des 10 postulats qui continuent à inspirer chaque jour les décisions des pouvoirs publics partout en Europe, malgré les cinglants démentis apportés par la crise financière et ses suites, et face auxquels ils mettaient en débat 22 contre-propositions. Donc vous avez compris, vous avez les économistes atterrés qui résistent au néolibéralisme et vous avez les économistes orthodoxes qui, eux, alimentent la pensée néolibérale. Tous ces milliardaires français ont acquis 90% des médias. Ce n'est certainement pas pour s'enrichir, bien sûr, mais pour maîtriser l'opinion publique. À quelle fin? Il faut se poser la question, qui nourrit les milliardaires? Il faut savoir qu'en réalité, pour nourrir un milliardaire en France, il faut 1 million de pauvres. Et dans le monde entier, la proportion est de 3 millions de pauvres pour 1 milliardaire. Alors que les milliardaires n'oublient jamais qu'ils ne sont milliardaires que grâce au peuple. Voilà donc la raison pour laquelle ils veulent maîtriser l'opinion. Car ils savent pertinemment bien que la survie de leurs milliards dépend du niveau de colère des peuples. De plus, les sondages leur permettent également de mieux maîtriser les différents mouvements politiques, notamment en vue de vérifier que les gouvernements passent des lois fiscales plutôt en leur faveur. Ce que le gouvernement Macron s'est empressé de faire dès son arrivée d'ailleurs. En conclusion, leur influence est donc certaine et néfaste qu'en regard de leurs milliards. Autre question, c'est peut-être la dernière. Pourquoi aucune mesure politique n'a jamais proposé de supprimer l'idée de milliardaire? C'est une question que je me suis posée. Pourquoi cette idée n'a jamais prospéré dans le grand public, alors que l'idée de réguler, voire de supprimer la propriété a été régulièrement discutée? D'autant que même les libéraux s'inquiètent, même eux-mêmes, ils s'inquiètent régulièrement du problème des inégalités excessives. Ils savent bien qu'il ne faut pas que ce soit trop excessif. Alors pourquoi? Parce que cela reviendrait à casser le rêve du prédateur égoïste qui sommeille en chacun de nous, du moins depuis la chute. Ce fameux rêve américain, l'ascenseur social, lequel au final, aujourd'hui, va plutôt débarquer les fils des peuples qu'au premier étage de l'ascenseur. C'est pourquoi l'idéologie libérale s'arc-boute sur la seule présence en l'homme du prédateur égoïste. À force de nous dire que finalement nous sommes tous des égoïstes, évidemment ça alimente le rêve américain, ça alimente le rêve de devenir un jour riche, à millions, à milliards. Voyez, donc l'idée même de milliards, ça fait rêver. C'est le problème des jeux. Et pendant que nous rêvons, nous dormons à leur avantage. Donc, vous voyez,
je pense qu'il y a un vrai travail de représentation sociale, d'éducation, de culture, voyez, face à l'idée de milliardaire. Existe-t-il un exemple spirituel d'enrichissement? Je pense, bon, finalement, ce n'était pas la dernière question. Quand j'écrivais ça, je pensais à l'histoire de l'abbé Pierre et d'Emmaüs. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, l'abbé Pierre voit un homme qui est sur le point, je vous le raconte de mémoire, hein, voit un homme qui est sur le point de se suicider. Il va le voir et il lui dit, écoute, je ne peux rien faire pour toi. Mais par contre, toi, tu peux faire quelque chose pour moi. Tu vois, je voudrais aller construire une maison pour ces gens qui sont sans foyer. Eh bien, ce monsieur fut le premier, avec l'abbé Pierre, à créer Emmaüs. Je n'ai plus la référence, c'est un des livres que j'ai lu il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, de l'abbé Pierre. Mais je n'ai pas retrouvé la référence. Mais cette histoire est vraie. C'est devenu, en un demi-siècle, une multinationale, au chiffre d'affaires impressionnant. Là non plus, j'ai pas retrouvé les références. Mais je me souviens, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça incroyable, un chiffre d'affaires impressionnant, avec du recyclage, ce qui est quand même dans l'idée, dans l'époque, hein, le recyclage. Ce que je voulais vous montrer, c'est cet exemple, un exemple, évidemment il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est ce renversement, le redressement du processus de la chute. Vous voyez, l'appropriation illégitime devient finalement altruiste. Donc légitime. Le patron, qui était l'abbé Pierre, ne s'est jamais enrichi. Hein. Mais Einstein, un génie, il ne s'est jamais enrichi avec ses inventions, hein, et ses avancées qu'il a proposées donc, en physique. Et donc l'abbé Pierre non plus, bien sûr. Vous voyez, donc, vous voyez, entre le processus de la chute, où on est dans une appropriation systématiquement illégitime, hein, quel que soit son domaine, ce n'est pas forcément que de l'argent, hein, ou de l'immobilier, hein, mais il y a quelque chose d'illégitime, parce qu'il limitait, parce que toujours plus. Et bien là, on a un renversement, vous voyez, on a une utilisation de la matière, là c'était du recyclage, hein, pour effectivement que des hommes arrivent à survivre, donner un sens à leur vie. Bon. Et avec quoi comme idéologie? Une idéologie humaniste et écologique. Hein. L'homme était au centre d'une économie de recyclage. Bon. Donc, ça existe. Bon, je pense que c'est devenu aujourd'hui, mais le point de départ, vous voyez, c'est vraiment le schéma que je vous ai donné de la chute, appropriation illégitime couplée à une idéologie mensongère, qui est le schéma systématique en politique, en économie, au minimum, eh bien, il y a des contre-exemples possibles, c'est ça l'envol. Hein. Mais maintenant, un contre-exemple spirituel. Je vais donner un exemple spirituel, un contre-exemple spirituel. Parce qu'en tant que milliardaire, la palme d'or dans ce domaine revient à l'État du Vatican. Une théocratie supposée incarner le monde spirituel, donc les valeurs du cœur, hein, qui aurait fait transiter quelques 600 millions d'euros dans des opérations tout aussi opaques que celles des autres milliardaires. C'est du moins ce que révèle début novembre 2019 l'hebdomadaire L'Espresso. Mais là où nous touchons le fond, je cite, j'ouvre les guillemets, ce qui fait désordre, rapporte le Point international, et la nature des fonds apportés par le Vatican, ils auraient pour large partie été ponctionnés dans le denier de Saint-Pierre qui sert à financer les œuvres caritatives du pape à travers le monde. Je continue la citation. L'argent des pauvres dormait dans les caisses du Vatican et servait donc à financer des placements peu cohérents avec la doctrine sociale de l'Église. Fin de citation. Que l'Église puisse placer son argent, pourquoi pas, mais alors qu'elle aide des ONG bienveillantes ou autres fondations qui œuvrent pour améliorer le sort des pauvres. Ouais, c'est un peu comme Bill Gates avec sa fondation supposée philanthropique. Précisons que l'Église catholique est propriétaire en termes de milliards d'euros de biens immobiliers sur toute la planète. Selon le blog de Mediapart, rien qu'en Italie, le Vatican est propriétaire de 115 000 immeubles.
Entendez immeubles, biens immobiliers, 115 000, 23 000 terrains, 9 000 écoles et 4 000 hôpitaux et centres de soins. Ça, c'est bien. Le musée du Vatican détient 70 000 œuvres pour une valeur estimée de 90 milliards d'euros et des recettes annuelles sur les ventes de billets de 10%, 91,3 millions d'euros. La plus grande fortune, Amazon, c'est 110 aujourd'hui, 110 milliards. Là, c'est 90 milliards. Rien que le musée, rien que les œuvres. Vous vous rendez compte? Il y a 115 000 immeubles, 23 000 terres. Bon. La Banque du Saint-Siège détient 3,3 milliards d'euros d'obligations. Une paille. 1,2 milliard d'euros de dépôts, 194 millions d'euros de fonds d'investissement et 100 millions d'actions. 100 millions d'actions quand même, rapportant un bénéfice de 86,6 millions d'euros selon les chiffres de 2012. À ceci, il faut ajouter 2 tonnes d'or. Bref, nos milliardaires font pâle figure quand même devant le Vatican. Alors cet exemple endémique me permet de revenir sur une différence importante qu'il y a, c'est sans commune mesure, si vous voulez, entre le fait religieux et ce qui s'est passé dans l'Église catholique, à bien des égards d'ailleurs, et ce que j'essaye de montrer, l'authentique dimension spirituelle de l'homme. Le fait religieux, ce que font les hommes de leur religion, du fait religieux, de leur foi religieuse, et l'authentique dimension qui est une dimension ontologique, l'authentique dimension spirituelle de l'homme, qui fait partie de sa nature. Le fait religieux subit, du moins dans ses hautes sphères, le versant prédateur égoïste de la nature des prélats. Le curé, non pédophile, serait plutôt du côté altruiste, tandis que la nature double de l'homme appartient à sa structure ontologique profonde. Il importe donc de ne pas les amalgamer. C'est un petit rappel. 3 raisons génèrent un milliardaire. De son vivant, 2 raisons de son vivant et une raison par héritage. Donc de son vivant, suite à une invention géniale et commercialisable. Je vous disais tout à l'heure, Einstein n'a jamais été milliardaire, pourtant il a fait des inventions géniales, mais c'était pas dans l'informatique, c'était pas Bill Gates. Mais là encore, ce sont toujours les peuples qui payent et qui créent ces milliards. Autre raison de son vivant à nouveau, c'est par la corruption des États nationaux. Là, c'est les exemples que je vous ai donnés avec les prédateurs. Et là encore, c'est toujours l'argent des peuples qui est spolié. Alors, il y en a un, le premier, on pourrait considérer qu'il est moral. Oui, il est moral jusqu'à un certain niveau. À un moment donné, ce n'est plus moral. Alors, c'est là où je propose qu'il faut fixer un montant de patrimoine privé. Il faut fixer un montant. Pour moi, dans ma tête, dans mon esprit, c'est entre 200 et 300 millions d'euros. Je pense que quand déjà on a un patrimoine personnel, parce qu'un couple, ça fait le double, un patrimoine personnel de 200 à 300 millions d'euros, ça va, on vit là. Vous voyez, il faut en laisser. Bon. Et puis la deuxième raison, donc toujours du vivant, là c'est la corruption, là c'est carrément, c'est du pénal. Troisième raison, c'est par héritage. Ce sont donc les aïeux qui ont, entre guillemets, volé les peuples. Pensons aux fortunes constituées sur le dos des esclaves et des colonies, largement indemnisées. Souvenez-vous de l'exemple de Thomas Piketty, où évidemment on devait indemniser les propriétaires d'esclaves avant de les affranchir. Je vous ai cité l'exemple d'Haïti, qui a dû payer quand même 3 fois son PIB annuel pendant jusqu'en 1950. Pendant 125 ou 130 ans. En synthèse, il est impossible de devenir ou de rester milliardaire sans l'argent des peuples. C'est ça que je voulais montrer. Puisque ce sont les grands nombres qui font les milliards. À la question, il y en avait encore, mais il y a des questions. À la question, les milliardaires sont-ils un bien pour les peuples? Au final, à l'instar des sangsues, il ponctionne les forces vives des peuples et nous plonge dans un monde d'illusions où l'extrême richesse côtoie l'extrême pauvreté. C'est ça la conclusion, vous voyez. De plus, leurs milliards, insignifiants, ne ruissellent nullement, insignifiants au niveau des économies, ne ruissellent nullement sur nos économies.
Enfin, ils influencent les gouvernements contre l'intérêt général. Dès lors, de ce point de vue, limiter la propriété privée n'est plus une question face aux milliardaires. Et je dirais pour finir que les milliardaires aillent donc finir leur vie dans leurs paradis fiscaux. Je voudrais finir avec ce que j'ai appelé le théorème de l'égoïsme. Il révèle une constante sociale qui a nécessairement pour effet de concentrer les richesses au profit d'une minorité et d'appauvrir la majorité, tant en nombre qu'en quantité. Je m'explique. Il y a une sorte de constante sociale qui fait que, d'ailleurs, vous avez l'adage populaire qui dit « l'argent va à l'argent ». En effet, l'argent va à l'argent. Mais ce que dit pas cet adage, c'est que quand l'argent va à l'argent, eh bien, ça appauvrit le reste. Vous voyez ? J'aurais pu l'appeler le théorème de Lavoisier, mais je ne vais pas faire confusion. Mais c'est un peu ça, c'est un peu l'idée, c'est que rien ne se crée, tout se transforme. Et quand il y en a un qui s'enrichit, il y en a un autre qui s'appauvrit. Et donc, plus l'égoïsme règne, c'est ça l'idée, plus les richesses se concentrent quantitativement entre les mains d'un nombre restreint de riches, et plus les pauvres et les classes moyennes s'appauvrissent en quantité et augmentent en nombre. Vous voyez ? Et ça, vous pourrez sortir toutes les mesures fiscales pour essayer d'arranger les choses. Si nous restons dans une société d'égoïsme, son théorème se met en route. Quoi que vous fassiez, de toute manière, l'argent va s'agglutiner, vous voyez, se cristalliser dans quelques mains. En valeur absolue, le nombre de riches, nous l'avons vu, augmente sur la flèche du temps, mais en plus petite quantité que le nombre de pauvres face à l'augmentation de la population. Donc la population augmente, les pauvres augmentent, les riches augmentent un peu, mais beaucoup moins que l'ensemble des pauvres. Nous aurions pu croire que dans une société égoïste, chacun, actionnant son propre égoïsme, puisse tirer ses marrons du feu. C'est du reste la thèse libérale, à chacun son mérite. En réalité, c'est l'inverse. C'est l'effet inverse qui se produit. Une société égoïste engendre une sorte d'onde de choc qui appauvrit de bas en haut toute la société jusqu'aux très riches, lesquels ont accumulé le maximum de richesses produites par les peuples. Imaginez un cône social, sur sa base les très pauvres et à la cime les très riches. L'onde de choc d'appauvrissement remonte petit à petit le long du cône. Conformément à une sorte d'inversion proportionnelle, genre 80-20, puis ça passe à 90-10, puis 99 à 1%. Les 80% représentent la quantité de richesse que détiennent les 20% les plus riches. Et puis, ainsi de suite. Là, à la limite, la société sera à peu près équilibrée, à peu près. Mais en fait, ça continue toujours. Après, on passe de 90 à 10, puis on arrive à 99, 1%. Vous voyez ? 1%. Alors, au sein d'une société altruiste, la proportion richesse-population ne serait plus inversée, mais prendrait la forme d'une courbe idéale. Alors, courbe idéale, où 10% de la population détiendrait 10% des richesses, et ainsi de suite. Bon. Sauf que ce nivellement ne serait pas non plus équitable, on est bien d'accord. Donc je laisse le soin aux statisticiens d'élaborer un schéma réaliste où les très pauvres et les très riches auraient disparu. En fait, si vous voulez, c'est les écarts types de la courbe qu'il faut supprimer, et les très pauvres et les très riches, pour laisser une courbe, je dirais, harmonieuse, où la majorité vivrait décemment, avec une progression des richesses, bien sûr, jusqu'à une minorité, mais raisonnablement aisée. C'est ce qu'appelle Thomas Piketty les inégalités apaisées. Voilà où... Mais il faut quand même noter que l'histoire récente a montré une seule exception à ce théorème de l'égoïsme, c'est le XXe siècle. On a eu les deux guerres, la lutte ouvrière et le combat entre les idéologies capitalistes et communisme. En passant, le communisme, c'est aussi appropriation illégitime,
couplé idéologie mensongère, hein, c'est-à-dire fait l'inverse du capitalisme. Hein. Donc, mais à l'autre extrémité du capitalisme, avec prohibition de la propriété privée. Hein, l'idéologie mensongère, elle était là. Donc, le tout ensemble, au XXe siècle, ça réduit les inégalités. Et pourquoi? Parce que, évidemment, la tendance égoïste reculait au profit d'un retour vers une fraternisation des classes. On est après-guerre, après la Deuxième Guerre, hein, après tant de souffrances. Hein, puis la Deuxième Guerre, hein, il y avait encore ceux qui avaient fait la Première Guerre qui étaient là. Mais dans les années 80-90, dès la chute du communisme, hein, alors ça c'était Reta, et du mur de Berlin, les inégalités repartent et montrent à nouveau le retour du théorème de l'égoïsme. Toute l'histoire que révèle Thomas Piketty montre cette loi sociale. Voilà donc ce que nous montre à nouveau ce renversement psychoculturel de la chute néolithique. Oui, je sais, je suis obsédé. Pardon. Ce renversement suivi de l'histoire de la propriété que nous avons vue avant. En d'autres termes, nécessairement, sur la flèche du temps, l'égoïsme social va agglutiner les richesses dans les mains d'une minorité et appauvrir la majorité. C'est cette idée-là, si vous voulez, qu'il faut bien comprendre pour qu'on puisse passer d'une idéologie égoïste à une idéologie altruiste. Toute société fondée sur le postulat de l'homme égoïste conduira inexorablement à concentrer les richesses. Selon cette constante, je me répète, si une volonté politique n'inverse pas le processus de l'égoïsme en altruisme, plus les riches deviendront riches en nombre et en quantité, plus les pauvres deviendront pauvres en nombre et en quantité. Et c'est du reste ce que constate Thomas Porcher, un autre économiste atterré, dans son dernier livre, Les Délaissés. C'est le titre, Les Délaissés. Lors d'un entretien avec Abel Mestre et Sylvia Zappi, publié dans Le Monde le 12 mars 2020. Nous sommes en juillet 2020. L'auteur explique, je cite, « Aujourd'hui, il n'y a plus de lutte de classe verticale avec les capitalismes contre les travailleurs, comme le définissait Marx. Elle est devenue horizontale. Tous les partis opposent les délaissés entre eux. » Il donne des exemples. Je cite toujours, « Le Rassemblement national oppose les travailleurs pauvres aux immigrés. Macron oppose les salariés du privé aux fonctionnaires. » Je continue à citer. « Il y a bien sûr plusieurs lignes de partage entre eux, mais les délaissés de la mondialisation et de l'austérité représentent plus de 80% de la population. Le but est de les unir autour d'un projet commun leur permettant de redéfinir cette nouvelle lutte des classes. » Fin de citation. Les délaissés de Thomas Porcher, outre les travailleurs pauvres bien sûr, et autres en général, il y a également maintenant les cadres, les commerçants, les petits patrons, les agriculteurs. Toute la classe moyenne qui était apparue au XXe siècle grâce au recul de l'égoïsme suite aux guerres. Ils sont ceux-là même qui subissent ce fameux théorème de l'égoïsme que je vous propose. La concentration des richesses leur échappe peu à peu depuis l'hégémonie du néolibéralisme qui exalte les égoïsmes. Vous voyez, de dizaine d'années en dizaine d'années, hein, eh bien, depuis 40 ans, voilà, le cône de la pauvreté augmente. Un dernier mot sur l'austérité dont parle Thomas Porcher, laquelle ne fonctionne pas du point de vue économique, et ça nous l'avions vu déjà avec Gaël Giraud à propos de la Grèce. Et pour cause, puisqu'elle s'avère en réalité, l'austérité, l'outil majeur de la concentration des richesses. Je m'explique. Plus vous demandez à un pays de réduire ses dépenses, évidemment, c'est des dépenses qui allaient au peuple, la santé, la retraite, le salaire, les transports en commun, etc. Plus ce même pays, à l'inverse, augmente ses impôts, ceux qui sont abondés par le même peuple, qui touche moins d'argent, plus cet argent va aux banques et aux riches actionnaires. Donc, l'austérité est une concentration d'argent dans les mains des plus riches. Dans la foulée, d'ailleurs, les multinationales se pointent pour acheter les ports, les aéroports, les diverses infrastructures du pays. Donc, par voie de conséquence, l'austérité conduit à ce que le PIB du pays diminue d'année en année, puisqu'aucune relance économique n'est finançable. Donc sa richesse nationale diminue aussi d'année en année, ce qui a été le cas de la Grèce, c'est ce que nous a montré Gaël Giraud. Et ce sera bientôt celui de l'Italie et d'autres pays d'Europe du Sud.
y compris la France. Une dernière conséquence que montre cette loi sociale réside dans son cheminement. L'égoïsme conduit à l'appropriation illimitée, donc illégitime, laquelle viole également le principe d'égalité de toute démocratie. En effet, et j'y reviendrai plus longuement, je vous le signale, la notion d'égalité est incompatible avec celle d'illimité. Vous ne ferez jamais d'égalité, même d'inégalité apaisée. Vous ne réduirez jamais les inégalités dans un monde où on pense et on agit, les pouvoirs publics, les dominants, de manière illimitée. L'égalité ne peut fonctionner avec l'illimité. En conclusion, il n'y a pas de démocratie dans une société qui postule l'égoïsme, puisque l'égoïsme conduit évidemment à l'illimité et donc supprime la notion de démocratie. Donc il n'y a pas de démocratie dans une société qui postule l'égoïsme comme règle sociale conduisant inexorablement à l'appropriation illimitée, donc illégitime. Là encore, Thomas Piketty a montré, chiffre à l'appui, la concentration des patrimoines par succession. Enfin, en conclusion, en dernière conclusion, à partir de ce théorème de l'égoïsme, vous avez compris ce que je voulais dire, les futurs sachants, la future élite française que nous espérons, du monde d'après, devront en tirer toutes les conséquences et s'apercevoir que l'on aura beau tenter de rééquilibrer les déséquilibres occasionnés par l'égoïsme avec des mesures fiscales, aussi intelligentes soient-elles, il sera nécessaire non seulement de limiter la propriété privée par la loi constitutionnelle, mais également de passer réellement d'une société égoïste en société altruiste, c'est-à-dire qui partage dans un esprit coopératif. Et ceci dans tous les domaines de la vie sociale et économique. Sans cela, pour moi, à mon sens, il n'y aura pas de monde d'après. Alors je vous remercie pour votre patience. Donc la prochaine fois, c'est le dossier sur l'argent et surtout le caractère spéculatif illimité. Là encore, il y a la propriété illimitée, la spéculation illimitée, et après nous verrons la libre concurrence dans le domaine du travail, qui là aussi, la libre concurrence est elle-même illimitée. C'est l'ubérisation du travail. Voilà. Et là, nous aurons fait les 3 piliers qui conduisent notre société égoïste à faire de l'illimité et qui donc violent totalement la notion de démocratie. Et c'est pourquoi, selon moi, nous n'avons jamais vraiment vécu en démocratie. On a vécu, il y a des moments meilleurs, mais c'est quand même le plus souvent un simulacre de démocratie. Je vous remercie.